Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour notre quatrième et dernière étape de notre mois de promotion de la diversification des marchés d'exportation. Donc, je me présente, Florent Favrel, directeur du programme COREX de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Le programme COREX a été mis en place en 2015 pour inspirer, outiller et sensibiliser les entreprises québécoises qui souhaitent développer de nouveaux marchés. Donc, avant de commencer, et puis pour cette dernière étape de notre mois de promotion, j'aimerais commencer par remercier tous les partenaires qui ont rendu ce mois possible. Donc, tout d'abord, le réseau des chambres de commerce du Québec qui nous a aidés dans la promotion de cette activité. Il y a plusieurs gens des régions présents sur la ligne, donc je les salue. Également, le réseau des ORPEX, nos organismes régionaux de soutien aux exportations, qui ont été d'une grande aide également pour la promotion de l'activité. Merci à Nadine Brassard, que vous retrouverez un peu plus tard. Évidemment aussi, les partenaires du programme COREX. Donc, cette série est présentée par la Banque de Montréal, BMO. Merci pour son soutien. Merci également à Exportation et Développement Canada et évidemment le ministère des Relations internationales et de la francophonie qui nous a beaucoup aidé pour développer le contenu. On aura la chance d'avoir des représentants du bureau du Québec à Rabat que je vous présenterai un petit peu après. Donc, dernière étape, on va s'intéresser aux pays du Maghreb. Donc, ça tombe bien, le mois de la francophonie se termine. On va parler donc de nos pays partenaires francophones. Donc, le Maghreb, c'est 450 millions d'échanges commerciaux avec le Québec. C'est environ 16% de nos échanges avec l'Afrique. Et pourtant, il y a une marge de progression assez importante. 450 millions, c'est l'équivalent de ce qu'on exporte au Nunavut ou au Portugal, alors que c'est des pays donc moins bien densément peuplés. Donc, il y a des occasions d'affaires immenses dont on va vous parler durant cette prochaine heure. Au programme, on aura donc un tour d'horizon des pays du Maghreb avec Myriam Paquette-Côté, nouvelle directrice du bureau du Québec à Rabat, qui sera accompagnée de Othman El Amrani, qui est son attaché aux affaires économiques au bureau du Québec à Rabat. Également, ensuite, on était au Forum international de la francophonie à Djerba en novembre dernier. On a noué des liens avec la FIPA Tunisie. Donc, on aura Monsieur Atem Essoussi qui va nous donner un petit aperçu un peu plus détaillé de ce que peut offrir la Tunisie. Ça va un peu aussi dans la lignée de ce qu'on avait fait l'an dernier. On avait parlé de l'Algérie plus particulièrement. Je salue d'ailleurs la présence du vice-consul d'Algérie à Montréal, Monsieur Mohamed Chaibi, avec qui on avait collaboré l'an dernier. Cette année, donc, on s'intéressera plus particulièrement à la Tunisie et vraisemblablement l'an prochain, on s'attardera encore plus particulièrement au Maroc. Donc, 3 marchés très intéressants pour les entreprises québécoises. On terminera par notre classique témoignage d'entreprise. Cette fois, ce sera avec Jérôme Youmani, PDG de Yulcom, qui nous parlera de son expérience de développement de marché dans les pays du Maghreb et plus particulièrement au Maroc et en Tunisie. Et enfin, on aura notre traditionnel également panel de discussion avec les organismes de soutien à l'exportation. Donc, après vous avoir, on l'espère, donné envie de découvrir ces marchés, on mettra en avant les organismes qui vont pouvoir vous aider à le faire avec les Nadine Brassard, Investissement Commerce International Québec, Élise Roy d'Investissement Québec International et Audrey Strel de Affaires mondiales. Sans plus tarder, j'aimerais laisser la parole donc, à Myriam Paquette-Côté et Othman El Anramni pour la présentation du Maghreb. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florent. D'abord, laissez-moi remercier la Fédération des chambres de commerce du Québec de cette invitation. Ça nous fait vraiment plaisir, mon collègue Othman et moi, d'être avec vous aujourd'hui. Je salue également les autres panélistes de cette rencontre, particulièrement le directeur principal de la FIPA Tunisie, qui est un de nos partenaires privilégiés, bien évidemment. Donc, je suis Myriam Paquette-Côté, effectivement nouvelle chef de poste directrice du bureau du Québec à Rabat depuis le 1er février dernier. Je suis accompagnée aujourd'hui de Othman El Amrani, qui est l'attaché aux affaires économiques et votre principal bras droit au développement des affaires au bureau du Québec à Rabat. Et nous partagerons cette présentation ce matin. Donc, Othman, si tu peux changer. Laissez-moi d'abord vous introduire un peu notre feuille de route du gouvernement du Québec sur le territoire africain. Nous avons lancé, il y a maintenant un peu plus d'un an, cette première stratégie
territoriale spécifiquement dédiée au continent africain. C'est un petit peu en continuité du déploiement que nous avons sur ce territoire et cette réorientation, ou du moins cette priorisation que nous voulons avoir avec le continent africain. L'objectif de cette stratégie, bien évidemment, est de renforcer le positionnement du Québec en Afrique, d'appuyer le développement des partenariats entre le Québec et l'Afrique et surtout d'augmenter les exportations et favoriser les échanges économiques. Ça s'inscrit vraiment dans une démarche de diversification de nos marchés. 5 piliers qui soutiennent cette stratégie territoriale: l'économie, l'éducation et l'enseignement supérieur, la culture, la solidarité internationale et le renforcement des capacités institutionnelles. Bien sûr, je m'attarderai un petit peu plus aujourd'hui sur le pilier économique. C'est ce qui nous intéresse principalement. Derrière cette stratégie, nous souhaitons vraiment soutenir les entreprises dans l'internationalisation de leurs activités en Afrique, de renforcer la diplomatie économique du Québec en Afrique, de développer une intelligence d'affaires à l'égard des marchés africains et de renforcer l'attractivité du Québec pour les travailleurs africains. Pour ce faire, nous sommes appuyés de notre réseau de représentation du Québec. Un peu dans le monde, vous avez la carte de notre déploiement. Nous avons 34 représentations du Québec dans le monde. Sur ça, vous voyez sur le continent africain, nous avons maintenant 3 représentations. Donc, la délégation générale du Québec à Dakar qui a ouvert ses portes en 2016. S'en est suivi un bureau du Québec à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en 2017. Et le bureau que je dirige, le bureau du Québec à Rabat, qui a ouvert en 2018. Donc, nous fêterons notre 5e anniversaire cette année. Plus spécifiquement sur le bureau du Québec à Rabat. Nous sommes la représentation du Québec au Maghreb. Donc, l'offre de services que nous avons au bureau, elle est assez diversifiée. Vous le voyez un petit peu sur l'image, nous couvrons différents secteurs. Nous sommes une équipe d'abord de 12 personnes au bureau du Québec à Rabat, ce qui est quand même pour une représentation du Québec une taille bien appréciable. Nous avons des activités dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que nous faisons la promotion de l'offre éducative du Québec en enseignement universitaire et préuniversitaire, ainsi qu'en formation professionnelle et technique. Nous avons aussi des activités au niveau de la culture, donc en ce sens davantage de promotion des artistes et des produits culturels québécois. Une grosse part aussi de nos activités se dirige vers l'immigration, c'est-à-dire de faire des projets de mobilité professionnelle pour les travailleurs et principalement via notre programme de recrutement de travailleurs temporaires. Vous avez certainement déjà entendu parler des différentes journées Québec que nous organisons sur ce territoire. La dernière journée Québec-Maroc, notamment, qui a eu lieu le mois dernier, a réuni, bon an, mal an, une 60aine d'entreprises québécoises qui sont venues faire la promotion de différentes opportunités professionnelles auprès de la clientèle marocaine. Nous organisons d'ailleurs une prochaine journée Québec-Tunisie à la fin du mois d'avril prochain. Et bien sûr, le secteur économique qui est vraiment le secteur géré par mon collègue Othman, et de concert avec Élise Roy, notre bras droit à Investissement Québec International. Merci Élise d'être avec nous d'ailleurs ce matin. Donc, au niveau du secteur économique, nous apportons, en fait, nous veillons à conseiller les entreprises québécoises qui souhaitent exporter au Maroc, en Tunisie et aussi en Algérie et qui souhaitent vraiment y établir une présence ou encore trouver des partenaires d'affaires dans le Maghreb. Pourquoi est-ce que le Maghreb est une région intéressante qui vaut la peine vraiment de s'y attarder quand on veut faire des diversifications de nos marchés? Florent l'a un peu indiqué en introduction, c'est un marché qui couvre plus de 100 millions de consommateurs. Les économies au Maghreb, donc Algérie, Tunisie et Maroc, sont des économies industrialisées qui sont compétitives, qui sont bien intégrées aux chaînes de valeur mondiales. Les infrastructures que nous pouvons y trouver sont de haute qualité, de même que le niveau d'éducation de la population. Ce sont bien sûr des pays pour lesquels nous partageons la langue française et qui sont bien connectés aussi avec le réseau des liaisons aériennes au Québec.
Nos assises sont aussi sur l'importance vraiment de la diaspora maghrébine au Québec. Elle est estimée, cette diaspora, à plus ou moins 200 000 personnes selon le recensement de 2016 de Statistique Canada. Donc, bien sûr, les liens sont naturels, les liens sont importants et ils doivent être privilégiés. On peut aussi ajouter que différentes conventions existent, notamment en matière de fiscalité, pour éviter la double imposition. Ce sont des avantages appréciables. Le territoire du Maghreb est une belle porte d'entrée pour l'accès au continent africain, mais également l'Europe et le Moyen-Orient qui sont également très proches. Enfin, il ne faut pas sous-estimer la possibilité d'intégrer ce marché, notamment via la possibilité d'existence de plusieurs accords de libre-échange et accords d'association. On peut mentionner notamment certains accords avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec notamment la Turquie, et les grandes zones de libre-échange telles que la grande zone arabe de libre-échange et cette zone de libre-échange du continent africain qui est encore à surveiller, qui est en cours. Donc, vraiment des belles prédispositions pour essayer de développer ce marché et surtout de s'y intéresser. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous accompagner au Bureau du Québec à Rabat? Et c'est vraiment le secteur d'excellence de mon collègue Othman, à qui je cède la parole pour la suite de la présentation. Merci, Othman. Merci beaucoup, Myriam, pour cette excellente présentation de notre territoire et de notre couverture géographique. Alors, le service économique, comme Myriam l'a bien mentionné, est un des piliers sur lequel le Québec, disons, se base dans son déploiement de sa diplomatie générale, dont la diplomatie économique maghrébine sur laquelle, disons, on va se pencher aujourd'hui. Essentiellement, notre département économique offre un certain nombre de services, dont l'accompagnement conseil aux entreprises québécoises. Donc, quand on parle d'un accompagnement conseil, c'est un petit peu vague, mais essentiellement, ça tourne autour de conseils pratiques sur autant une mise en marché, une stratégie d'introduction d'un produit ou encore une fois d'un partenariat. Il s'agit également pour nous, de notre côté, en amont, pour pouvoir supporter ces entreprises, c'est de développer des liens privilégiés avec de donneurs d'ordre, idéalement de très grands donneurs d'ordre, pour être en mesure de, disons, susciter l'intérêt des entreprises québécoises à s'intéresser davantage sur notre territoire et de vouloir y investir beaucoup plus de ressources pour, disons, la réalisation et l'obtention de certains contrats. Il y a une vigie que j'effectue personnellement sur les appels d'offres majeurs, donc les appels d'offres publics majoritairement, pour s'assurer qu'il y ait encore une fois une représentativité de l'offre québécoise dans ces offres-là. Puis ça varie, hein, tout dépendamment il n'y a pas un secteur spécifique sur lequel on se penche. On est vraiment très multisectoriel, donc ça nous permet d'avoir un reach, disons une couverture très importante. On collabore beaucoup avec le ministère des Relations internationales et de la francophonie au niveau des appels à projets de coopération bilatérale. Il y a eu un appel à projet Québec-Maroc les résultats viennent d'être communiqués récemment. Il y a également un appel à projet Québec-Tunisie où on a vu des deux côtés disons un éventail d'offres ou de possibilités sur des projets concrets, structurants qui vont permettre justement ce rapprochement vis-à-vis de deux écosystèmes, autant le québécois que le marocain et tunisien en l'occurrence. L'accompagnement de délégations maghrébines au Québec lors des certains événements, certaines missions, donc des fois ça va être des salons, et ça ma collègue Élise va pouvoir abonder là-dedans, essentiellement parce que c'est EQI qui chapeaute beaucoup plus ce volet-là, mais nous y collaborons de façon importante. L'organisation de missions commerciales au Maghreb, la dernière que nous avions organisée, nonobstant notre présence et la présence d'une forte délégation québécoise au forum et au sommet de la francophonie qui s'est tenu à Djerba en Tunisie, nous avons au mois de mai 2022 organisé une mission commerciale en technologie de l'information et communication
menée conjointement, bien évidemment, avec Investissement Québec International, et on a été en mesure de faire les 2 pays en une semaine. On avait une délégation d'à peu près 13 à 15 entreprises qui ont pris part, québécoises, qui ont pris part à cette mission-là. Nous avons été en mesure de faire beaucoup de rencontres très pertinentes. Nous avons collaboré avec les parties prenantes, autant marocaines que tunisiennes, et c'est évidemment un événement majeur pour nous. Il y a eu auparavant plusieurs autres missions qui étaient autant dans les ressources naturelles, donc en mines, et aussi il y a des missions ministérielles où on accompagne des ministres, un ou des ministres du Québec vers nos territoires. De façon quotidienne, la recherche de partenariat, elle se fait autant à travers des salons, des événements spécifiques, que sur des prises de contact aléatoires, essentiellement pour être en mesure d'avoir une offre, disons, une panoplie d'options à proposer à nos entreprises québécoises, essentiellement à travers des distributeurs, des agents, des importateurs et autres. Ça permet d'avoir une réactivité de notre côté, d'avoir un carnet d'adresses assez garni pour être en mesure de fournir et de mettre en relation les entreprises québécoises avec les parties prenantes recherchées ou le vis-à-vis le plus approprié. Bien évidemment, l'identification des opportunités sur le territoire, elle est constante, quotidienne, je dirais, dans la mesure où elle est accompagnée par la vigie des appels d'offres et les appels à projets également. Donc, disons, toutes ces actions-là nous mènent vers l'identification des opportunités sur le territoire que nous communiquons bien évidemment à nos collègues d'Investissement Québec International et aux entreprises que nous connaissons, avec lesquelles nous travaillons déjà, de façon à être en mesure de les intéresser et de les interpeller à prendre part ou à manifester leur intérêt, tout simplement. Nous sommes là quand les choses vont très très bien, nous sommes également là quand les choses vont un peu moins bien. Nous faisons effectivement une médiation de façon générale sur des éléments un petit peu plus spécifiques, moins techniques, mais plus générales, essentiellement sur le climat des affaires entre le Québec et le Maghreb. Des fois, il peut y avoir un certain nombre d'enjeux sur lesquels nous intervenons directement. Nous accompagnons les entreprises québécoises afin de trouver des solutions qui soient le plus adéquates possible, toujours sur une base gagnant-gagnant, bien évidemment, pour rétablir les discussions et rétablir, disons, le marché dans son ensemble. C'est ce qui couvre un petit peu, disons, l'action que j'occupe quotidiennement. Au niveau des secteurs d'excellence et d'intérêt, autant pour le Québec que pour le Maghreb, quand on parle environnement, on parle beaucoup d'eau, énergie renouvelable. On sait très bien qu'il y a une pénurie d'eau au Maghreb, et pas juste au Maghreb, je pense dans tout le bassin méditerranéen, il y a un enjeu au niveau de l'eau qui est assez important et sur lequel nous essayons de collaborer et d'apporter disons, des options et des solutions, à savoir que le Québec a définitivement, disons, un des secteurs d'excellence du Québec qui est, nonobstant l'électricité à travers l'hydroélectricité, mais aussi l'eau et toute l'offre qui tourne autour de l'eau. Donc, on va parler d'assainissement, on va parler de dessalement, on va parler de traitement des eaux usées. Donc, il y a une panoplie d'offres québécoises et clairement, c'est un secteur d'excellence pour le Québec. Et le Maghreb commence à se distinguer davantage également à travers des acteurs locaux. Ceci dit, nous avons un fort engouement vis-à-vis de l'eau, des énergies renouvelables et tout ce qui est développement durable de façon générale, donc économie circulaire et tout ça, fait en sorte que c'est des éléments où c'est un secteur qui est d'intérêt autant pour nous et d'excellence pour le Québec. Les technologies de l'information, comme je l'ai mentionné dans mon intervention précédente, à savoir que la dernière mission que nous avons organisée était dans les TIC. Beaucoup d'entreprises d'ailleurs québécoises sont installées autant en Tunisie qu'en Algérie qu'au Maroc. D'ailleurs, notre cher collègue et ami Jérôme Youmani, président de Yulcom Technologies, va pouvoir nous expliquer disons, sa couverture géographique qui est massive en Afrique. Un autre secteur d'intérêt qui est les infrastructures. On sait pertinemment que depuis les années
70, 80, beaucoup de projets structurants en infrastructure ont été développés en collaboration avec des entreprises québécoises. Je pense en l'occurrence, bon, SNC-Lavalin qui a été très, très présente dans le temps. Ceci dit, aujourd'hui, on estime qu'il y a toujours un intérêt vis-à-vis du Maghreb à intéresser ces entreprises à venir, mais davantage d'offres québécoises en infrastructure est recherchée et désirée. Au niveau automobile, c'est un secteur sur lequel le Maroc s'est distingué durant les dernières années, à savoir de constructeurs français s'y sont installés à travers Stellantis et Renault, Nissan dans le temps. La capacité de production, juste pour donner une idée, c'est à peu près 700 000 véhicules par an. C'est devenu, en tout cas, il y a la marque Dacia qui est produite au Maroc à travers Renault, puis il y a la Peugeot, la 208, si je ne me trompe pas, qui est également produite ici, et d'autres véhicules également. L'aéronautique, je pense que clairement la Tunisie et le Maroc ont une bonne longueur d'avance sur ce secteur-là. Puis au Québec, d'ailleurs, il y a un salon que je vous invite à y prendre part à Montréal, qui est Aéromart, qui arrive très, très bientôt, je dirais beaucoup moins de 2 semaines. Très intéressant, très pertinent. C'est un secteur d'excellence, bien évidemment, pour le Québec. C'est un secteur d'intérêt pour la Tunisie et également pour le Maroc. Au niveau logistique, ce que j'ai en tête particulièrement, c'est le port de Tangemed. Bon, tous ces pays, bien évidemment, disposent d'infrastructures logistiques importantes. Ceci dit, le Maroc s'est distingué à travers le port de Tangemed, qui est devenu le premier port à conteneurs en assez peu de temps. Au niveau ressources naturelles et minérales particulièrement, on sait pertinemment que l'Algérie détient un avantage massif sur ses deux voisins. Ceci dit, disons que les deux autres pays commencent à davantage travailler aussi ce secteur-là, entre autres à travers la Tunisie et le Maroc au niveau des engrais et sur lequel il y a un engouement assez important. Quand j'ai parlé de médiation que nous faisons de temps en temps, essentiellement cette médiation-là, généralement, quand il y a un enjeu, c'est beaucoup des histoires culturelles au niveau de la façon de faire des affaires. Donc, le doing business au Maghreb est un petit peu différent qu'en Amérique du Nord de façon générale. Puis je peux en témoigner moi-même, ayant passé une vingtaine d'années, ayant étudié et travaillé au Québec et venu également étudier et travailler au Maroc, je peux clairement confirmer qu'il y a une espèce de une différence. On parle le même langage, on parle la même langue, mais des fois, il y a des éléments qui peuvent différer. Alors, j'invite bien évidemment nos amis québécois à faire très attention et nos amis maghrébins également, parce qu'on veut également qu'il y ait des entreprises maghrébines qui s'intéressent sur le Québec et pas juste nécessairement que ce soit unidirectionnel, que ce soit juste le Québec qui s'intéresse sur le Maghreb, mais on veut également que le Maghreb s'intéresse au Québec. Et je vais brièvement vers la fin de ma présentation, vous présenter quelques chiffres qui sont relativement éloquents et je pense que ça va nous, en bon québécois, ça va nous shaker un peu. Donc, les relations de travail qui sont recherchées au Maghreb sont essentielles, c'est-à-dire qu'on ne fait pas nécessairement juste affaire avec une entreprise, mais on fait affaire avec des individus. Et ça, c'est absolument important qu'il y ait une espèce de ressenti, excusez-moi l'anglicisme, un bon vibe de façon à entamer les discussions et les négociations. Les Maghrébins accordent beaucoup d'importance à la confiance et au respect mutuel. Clairement aussi, le Québec partage cette valeur-là. Travailler avec un agent, donc des fois, ce qu'on vit, c'est que certaines entreprises décident d'aller d'elles-mêmes sans nécessairement se consulter ou sans nécessairement consulter Investissement Québec et aller de l'avant sur un contrat sans y avoir longuement réfléchi et de ne pas avoir nécessairement un représentant sur place qui soit en mesure de bien la représenter justement, fait en sorte que ça peut être un enjeu. Donc, travailler avec un agent ou un distributeur local ayant une bonne réputation permet généralement aux entreprises étrangères, de façon générale, je parle aux entreprises étrangères et québécoises en particulier, de développer des connaissances essentielles sur les contacts clés, la langue d'usage versus celle des affaires, bien évidemment,
la langue d'usage est l'arabe, celle des affaires est le français, de plus en plus l'anglais, mais ça reste que la langue d'usage reste l'arabe et c'est très important de la maîtriser. Donc, la réglementation et les façons de faire des affaires, les opportunités de niche, c'est à travers un représentant sur place qui va être en mesure de les développer pour vous. Donc aussi, on invite les entreprises québécoises à bien saisir l'environnement des affaires et les procédures administratives qui des fois peuvent être décourageantes, à savoir que c'est un petit peu plus lent au Maghreb que on est habitué de vivre en Amérique du Nord et au Québec en particulier. Alors, donc tout ce qui est administratif et réglementaire peut être un enjeu et pour éviter les imprévus, ben, il faut définitivement prendre ça en considération. Alors, la notion du temps et la notion du temps, je le répète et je ne le répéterai jamais assez, j'imagine. Effectivement, cette notion-là est très différente, à savoir que le temps est précieux, est important, mais en Amérique du Nord, on a tendance à aller beaucoup trop vite, à vouloir que les choses aillent rapidement, ou du moins peut-être beaucoup trop rapidement pour les vis-à-vis maghrébins. Donc, il faudrait tout simplement juste tempérer un petit peu. Et je vois Florent qui s'est pointé, donc je comprends que mon temps est relativement limité, presque fini, si j'ose dire. Je vais vraiment juste conclure. Je ne présenterai pas nécessairement les chiffres, mais tout simplement pour dire qu'on a beaucoup de travail à faire. On est sur des pourcentages très bas au niveau des échanges, spécifiquement sur les marchandises, bon, les services également, mais on a beaucoup de travail à faire pour faire en sorte de redresser cette balance commerciale qui aujourd'hui est déficitaire pour le Québec et, disons, favorable pour les marchés maghrébins qui exportent plus que ce que le Québec importe, ce qui est tout à fait normal aussi. On compare une région vis-à-vis d'une province. Donc, les choses, en les mettant en perspective, ça fait en sorte que nous avons beaucoup de travail à faire et je vous invite à nous contacter Investissement Québec à chaque fois qu'il y a un projet, un intérêt et venir le valider avec nous. Et j'invite également mes collègues maghrébins d'en faire de même pour être en mesure de développer des liens, disons, réciproques. Merci. Merci beaucoup, Myriam et Othman. C'était une présentation très riche. On voit le potentiel des marchés du Maghreb. On voit aussi les différents éléments à prendre en considération. Euh, J'inviterai les personnes, nos auditeurs à poser vos questions dans le chat, tout simplement à lever la main. Et on a déjà une question de Esther Kawet. Ça fait peut-être partie des chiffres que tu voulais partager, Othman. Combien d'entreprises québécoises ou canadiennes sont installées au Maghreb? Est-ce que vous avez ce genre de chiffres? Euh, Disons, sommairement, on parle d'une soixantaine d'entreprises réparties dans le Maghreb dans son ensemble. Et on est bien évidemment intéressé à en avoir davantage. Hmm. C'est évident que avoir une entreprise ne veut pas dire que c'est le seul moyen disons, Ah, on a perdu Othman. En fait, je pense que ce que Hotman, il semble figé, mais ce que Hotman semblait vouloir dire, c'est qu'il y a différentes stratégies Mhm. pour intégrer le marché. Puis je vois Élise, si tu veux compléter, n'hésite pas. Là. Donc, l'installation via une entreprise sur place, c'est une des stratégies, mais il en existe d'autres. Et pour pouvoir vraiment bien les connaître, je vous invite notamment à entrer en relation avec Investissement Québec International, avec Élise Roy, comme j'expliquais, qui est notre bras droit, comme notre première démarche pour faire le tour et voir quelle est la meilleure stratégie en fonction de votre entreprise pour rentrer sur le marché du Maghreb. Merci beaucoup, madame. Est-ce que, Élise, tu veux compléter en ajoutant quelque chose? Non, c'est parfait. En fait, je pourrais expliquer un peu notre modus operandi tout à l'heure dans le panel, mais Myriam et Othman ont très bien dit. Parfait, excellent. Bah, merci beaucoup, Myriam et Othman et Élise. Pour les entreprises présentes, n'hésitez surtout pas à les contacter. On a la chance au Québec d'avoir un réseau de représentation extrêmement riche. Là, vous l'avez vu au cours des 4 épisodes. C'est unique pour une province au Canada. Et je pense que les Ontariens, les Albertains et les autres provinces nous envient parce que c'est vraiment une qualité énorme pour le Québec, c'est d'avoir des gens sur place qui comprennent les besoins des entreprises québécoises et qui ont les contacts pour favoriser les échanges.
Maintenant, je laisserai la place à M. Atem Essoussi, directeur principal de FIPA Tunisie. Donc, comme je le disais en introduction, on a eu la chance de se rencontrer lors du Forum international de la francophonie qui avait lieu à Djerba en novembre dernier. Et on a signé un protocole d'entente ensemble pour participer au resserrement des liens entre le Québec et la Tunisie, puis favoriser les échanges entre nos entreprises. Donc, Atem, c'est à vous. Vous êtes en sourdine. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, on voit la présentation, mais elle n'est pas encore en diaporama. C'est toujours pas en diaporama. Patrick, si tu veux, partage la présentation, ce sera peut-être… Donc, c'est bon, on la partage pour vous. Simplement nous dire quand vous voulez qu'on fasse défiler les diapositives. Parfait. Juste un instant. Donc là, la présentation est à l'écran, donc c'est notre technicien qui la partage. Parfait, excellent. Bon, excellent. Donc, je me présente, je m'excuse pour ce entre-temps. Donc, c'est Hatem Soussi de la FIPA, donc directeur principal de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur. Donc, la FIPA, je voulais présenter, donc, je ferai un plaisir de vous présenter un aperçu sur la mission de FIPA et ses services octroyés aux entreprises, quelques chiffres clés sur les idées en Tunisie, les atouts de la Tunisie et un éclair sur les secteurs clés des opportunités existantes. Pour la FIPA, FIPA, c'est l'agence de promotion de l'investissement extérieur. Elle est chargée essentiellement d'attirer les investisseurs étrangers en Tunisie et bien évidemment de les encadrer durant la phase de réalisation de leur projet et même après leur entrée en production. La FIPA dispose de 5 représentations à l'étranger, essentiellement en Europe. Elle couvre un réseau international pour les marchés traditionnels comme pour les nouveaux marchés tels que l'Amérique du Nord et l'Asie. FIPA essentiellement a 3 missions. Donc, la première mission, c'est d'attirer les investisseurs étrangers en Tunisie. Donc, c'est pour montrer les avantages et notre compétitivité de la Tunisie, de le faire profiter de notre climat des affaires et de nos atouts compétitifs. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est un travail d'encadrement et d'accompagnement dans la phase de réalisation de leur projet. Donc, de A à Z, les différentes étapes, c'est-à-dire déclaration de l'entreprise, création de l'entreprise, recherche de local ou d'un terrain pour l'implantation, les différentes étapes pour le recrutement bien sûr, des ingénieurs ou bien sûr, des ouvriers qualifiés, et les différentes étapes, bien évidemment, jusqu'à ce que l'entreprise entre en production. C'est ça la deuxième mission. Et pour la troisième mission, et non pas la moindre, c'est l'assistance, c'est l'aftercare, c'est la fidélisation et maintien de l'entreprise étrangère implantée en Tunisie, c'est-à-dire on est toujours à leur écoute pour bien sûr que ce soit que ces entreprises se développent et pour veiller à leur pérennité, bien évidemment, et de leurs projets d'extension. Donc, on passe pour les IDE en Tunisie. Donc, on enregistre actuellement plus que 3 750 entreprises étrangères implantées en Tunisie. Les 3/4 de ces entreprises sont totalement exportatrices et qui ont généré plus que de 33 milliards de dinars, c'est à peu près aux alentours de 15 milliards de dollars canadiens, et ont pu créer plus que 435
000 postes d'emploi. Ça, c'est pour le stock, c'est-à-dire c'est les entreprises qui sont déjà opérationnelles en Tunisie et qui se développent de jour en jour, bien évidemment, depuis leur création. Et on a même des entreprises qui ont été créées depuis les années 60 et les années 70, bien sûr. On a commencé par le principe d'attraction des investissements étrangers depuis les années 1972 avec la loi offshore de loi 72. Et après, on a eu un nouveau code d'investissement, c'était en 1993. Et le dernier loi de l'investissement, c'est de 2016. On est en train maintenant de réviser cette loi, la loi sur l'investissement, pour qu'elle soit plus fluide et qu'elle intègre les nouvelles technologies, bien évidemment, tout ce qui est digitalisation des processus et faciliter l'accès aux différentes incitations. Pour les flux des IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers qui ont été, bien sûr, les flux entrants qui ont, bien sûr, été injectés ou investis en Tunisie de la part de l'étranger. On enregistre en 2022 530 opérations d'investissement avec un montant plus que 1 724 millions de dinars qui ont pu générer plus que 13 000 postes d'emploi. Ça, c'est pour l'année 2022. Donc, on enregistre une augmentation aux alentours de 20% par rapport à l'année 2021. On voit sur le slide juste après quelques acteurs internationaux qui sont présents en Tunisie. On voit, bon, la plupart de ces entreprises sont de notre partenaire historique, c'est-à-dire l'Europe, mais on voit d'autres entreprises de l'Amérique du Nord et de l'Asie, à l'instar, par exemple, on voit Sumitomo, Yazaki, quelques entreprises de côté l'Asie, du Japon essentiellement, et pour l'Amérique du Nord, essentiellement du Canada et Québec, donc on voit Momentum, Jarvis, Itergy, Comutel, Logitech, donc DevExpert, donc toutes ces entreprises sont des entreprises canadiennes et essentiellement québécoises, parce que la plupart des entreprises canadiennes, on peut dire même plus que 87% sont des entreprises québécoises. Juste le slide d'après, on voit bien sûr ces entreprises-là. Donc, pour le point de vue le stock des IDE, on enregistre 32 entreprises canadiennes qui sont implantées en Tunisie. Bien sûr, à peu près 27 entreprises, à peu près c'est québécoises, qui ont généré 400 milliards de dinars. 400 milliards, c'est à peu près 40 millions plutôt, 40 millions de dinars, c'est à peu près 18 millions de dollars canadiens et on peut générer 1584 postes d'emploi. Je sais que c'est peu. On peut réaliser plus que ça parce que les avantages et les atouts de la Tunisie doivent être reconnus par rapport à la communauté québécoise pour qu'il prend le premier pas et s'implante en Tunisie. Bien évidemment, on recense bien sûr l'enregistrement de quelques entreprises québécoises, à l'instar de Logitech, Comutel, Itergy, et le dernier né, c'est Jarvis. Jarvis vient de créer son nouvelle entité en Tunisie. Elle a l'ambition de recruter à peu près 100 ingénieurs au cours de l'année 2023. Elle développe essentiellement des solutions IT pour les plus grandes banques et assurances de l'Amérique du Nord. Donc, c'est le dernier né des entreprises canadiennes en Tunisie, c'est Jarvis. Donc, si on passe pour les atouts, donc cette dynamique des entreprises et ces entreprises qui sont déjà implantées en Tunisie, c'est plus que 3750 et les flux des IDE avec une croissance de plus 20%, tout ça est encouragé bien évidemment par des atouts et des avantages dont la Tunisie bénéficie. On peut nommer essentiellement le premier avantage, bien sûr mentionné par les entreprises qui sont déjà implantées en Tunisie. Ils disent que c'est le positionnement géographique. Bien sûr, le positionnement géographique de la Tunisie au milieu de la Méditerranée permet de servir le marché européen, bien évidemment, et africain, tout en bénéficiant des accords de libre-échange avec l'Union européenne et les pays africains. Comme vous voyez sur le slide, bien évidemment, je sais pas, est-ce que vous voyez le diapositive? Oui, ça fonctionne bien.
Parfait. Donc, on a les accords de libre-échange, bien évidemment, avec l'Union européenne. C'était début des années 2000. Avec l'Agadir, le COMESA, bien évidemment, on est le 20e partenaire, bien sûr, membre du marché commun de l'Afrique orientale et australe, donc le COMESA, qui est avec un marché de plus de 625 millions de consommateurs. Dernièrement, avec la ZLECAf et bien évidemment le CADE avec 325 millions de consommateurs. Et bien évidemment, il en a pas mal des conventions de non-double imposition, à peu près 52 conventions de non-double imposition et des accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements. Ça, c'est un atout primordial, mais bien évidemment, le deuxième atout, et non pas bien sûr le moindre, c'est la disponibilité. On a un grand réservoir de ressources humaines qui est qualifié, bien évidemment, reconnu à l'échelle nationale et internationale. Plus de 65 000 nouveaux diplômés se retrouvent sur le marché de l'emploi chaque année, dont 16% issus des filiales de tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. En plus de la compétence technique et des talents tunisiens sont dotés des compétences managériales, donc à tous les niveaux, ce qui a permis à plusieurs entreprises étrangères d'avoir un management à 100% tunisien. Bien évidemment, comme vous voyez dans la graphique, c'est le classement, notre classement par rapport, bien évidemment, aux différents pays. Bien évidemment, de point de vue coût, on est vraiment compétitif. Donc, en plus de la qualité et la disponibilité de la compétence tunisienne, donc on est vraiment compétitif de point de vue coût. La Tunisie est toujours bien placée en termes de salaire, qu'il ce soit pour le poste d'ingénieur, par exemple, ou pour les chefs d'équipe R&D. Avec une qualité quasi similaire, l'ingénieur tunisien touche à peu près le quart du salaire d'un ingénieur au Québec. Ces données, bien évidemment, comme vous voyez, la source, c'est FDI Benchmark, filiale de groupe Financial Times. Bien évidemment, il faut qu'on ait une infrastructure, bien évidemment, aux normes internationales. C'est le cas, donc on dispose bien évidemment de l'infrastructure aux normes internationales, notamment du point de vue des aéroports, tout ce qui est les zones d'activité économique, les disponibilités des zones industrielles qui sont aménagées, les ports, bien évidemment, commerciaux, on dispose actuellement 7. Et on a le 8e port à eau profonde qui est en phase de construction actuellement à Nfira, des technoparcs, des technopoles, et bien évidemment le réseau routier, et une connectivité, bien évidemment, en fibre optique grâce, juste le slide d'après, donc c'est des câbles sous-marins internationaux. La dernière liaison, c'est le liaison Titan, c'était 2014, 170 km en fibre optique, avec une capacité de 16 000 gigabytes par seconde, bien évidemment tous ces atouts, mais la Tunisie dans une compétitivité pour les entreprises étrangères. Et le point dernier, et non pas le moindre, bien évidemment, c'est l'environnement des affaires qui est favorable à l'investissement. Comme je viens de le mentionner avec la dernière loi de l'investissement de 2016, qui garantit une liberté d'investissement dans la majorité des secteurs, simplicité dans les procédures d'établissement, liberté des transferts de bénéfices, bien évidemment, protection de la propriété intellectuelle, facilité d'importation, d'exportation avec des procédures douanières. Avec la nouvelle version qui est actuellement en phase, bien sûr, elle va bientôt être promulguée, bien sûr, elle va passer par l'Assemblée pour approbation. Donc, elle va drainer encore plus de facilitation aux investisseurs, bien évidemment, que ce soit des investisseurs tunisiens ou étrangers, parce que vraiment, le moteur de croissance, c'est l'investissement. Donc, cette nouvelle loi qui va être, bien sûr, accordée, j'espère, pour très bientôt, d'ici quelques mois, elle va donner plus de facilité d'une part et plus surtout plus de facilité de point de vue fluidité des transactions, de point de vue administratif, moins de bureaucratie et bien évidemment la notion de digitalisation. Donc, elle intègre la digitalisation et l'interconnexion des différentes
des différentes administrations. Donc, tout le parcours de l'investisseur, il va être digitalisé et à 100%, et bien évidemment, avec l'octroi des avantages et des incitations qui vont être plus faciles à accéder. Par exemple, pour les incitations et les avantages, on peut mentionner quelques incitations. Donc, une prime, la Tunisie donne une prime d'investissement pour les secteurs prioritaires. Cette prime d'incitation, bien sûr, c'est à peu près 15% du coût de l'investissement, plafonné à 1 million de dinars. La prise en charge de tout ce qui est contribution patronale pendant 3 ans, ça c'est pour les secteurs prioritaires. Et pour les projets d'intérêt national, c'est-à-dire pour les projets au-delà de 50 millions de dinars ou 500 postes d'emploi, cette prime, ça peut aller jusqu'à 30% du coût de l'investissement, plafonné à 30 millions de dinars, avec une prise en charge de la contribution patronale qui est à peu près de 16,5%. Bien évidemment, elle va être prise en charge par l'État pendant, ça peut aller jusqu'à 10 ans, et l'exonération totale de l'impôt, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, ça, c'est les incitations. Bien évidemment, juste le slide d'après, on peut voir, en plus de tout ça, il y a un dispositif législatif et réglementaire d'investissement qui est dédié aux start-upers, dédié, bien sûr, à tout ce qui est initiateur de nouveaux projets à haute valeur ajoutée. Donc, cette loi vise à positionner la Tunisie comme une destination privilégiée et un site incitatif à la création et à l'attraction des startups. Sont 20 mesures désignées à simplifier les procédures administratives et faciliter l'accès aux fonds pour les startups. Cette loi a remporté le prix du meilleur programme pour la catégorie climat des affaires, bien évidemment, et le premier meilleur programme d'attraction des startups à l'échelle africaine. Donc, si je récapitule rapidement pour nos atouts, essentiellement, c'est notre positionnement géographique avec les accords de libre-échange, ce qui permet aux investisseurs qui s'implantent en Tunisie d'avoir déjà la disponibilité de main-d'œuvre hautement qualifiée avec un coût compétitif. En plus, ils peuvent exporter leurs produits, que ce soit services ou marchandises, vers l'Union européenne via le Moyen-Orient, bien évidemment, et via l'Afrique, tout ce qui est subsaharien, et bien sûr l'Afrique du Nord, toute l'Afrique, via ces accords de libre-échange, ce qui facilite le transfert et les transactions commerciales entre ces différents pays, puisque la Tunisie a ces accords de libre-échange, ce qui facilite bien sûr la liberté bien sûr d'exporter, et bien sûr il n'y a pas de droit de douane lors de ces transactions. Donc, et l'investisseur peut diminuer le coût de production, bien évidemment, en diminuant le coût, tout ce qui est logistique, de point de vue logistique, c'est-à-dire le coût du transport en tant que tel, et bien évidemment tout ce qui est tarification douanière. Monsieur Souci, oui. je vous demanderai de passer les dernières slides rapidement parce qu'on manque de temps, mais sachez que la présentation va être partagée ensuite à tous nos auditeurs, donc ils auront accès à vos chiffres. Merci beaucoup. Justement, le dernier point, je vais le passer en éclair, c'est les clés porteurs, c'est quelques opportunités. Donc, on va passer rapidement. Le premier, c'est tout ce qui est bien évidemment le secteur numérique. Donc, la Tunisie, vraiment, elle est pionnière dans ce domaine-là, avec tous comme vous voyez, tout ce qui est intelligence artificielle, Internet of Things, l'Internet des objets, réalité augmentée, réalité virtuelle, tout ce qui est blockchain. Juste le slide d'après, vous voyez quelques success stories. Donc, on a cité tout à l'heure tout ce qui est Momentum, Comitel, FinLogic, Itergy. Donc, vous pouvez, comme vous m'avez dit, vous pouvez partager tout ça. Le deuxième secteur, c'est l'industrie mécanique et électrique qui est essentiellement composé de 2 niches essentielles, le composant automobile et tout ce qui est aéronautique. La Tunisie, elle est pionnière vraiment dans ce domaine, surtout dans le composant automobile. Quand on dit composant automobile, vraiment, c'est tous les composants, c'est-à-dire tout ce qui est mécanique, métallurgique, électrique, électronique, et même tout ce qui est textile, cuir et tout ça. Donc, la Tunisie, elle est vraiment pionnière dans ce domaine-là. Bien évidemment, l'aéronautique, on dispose d'un parc aéronautique à Nouria, qui est un parc vraiment dédié pour tout ce qui est l'aéronautique. Donc, le secteur agroalimentaire, la Tunisie, elle est vraiment, comme on voit ici, quelques créneaux porteurs. Essentiellement, c'est tout ce qui est produits bio.
bien évidemment, et tout ce qui est mise en valeur et valorisation des produits, les mises en bouteille d'huile d'olive, il y a d'autres, bien évidemment. Donc, c'est ça essentiellement, mais il y a d'autres, bien sûr, secteurs tels qu'à l'instar de textile et habillement. Donc, il y a plus que 1170 entreprises dans le domaine textile et habillement. Il y a l'énergie renouvelable que vous venez de mentionner, bien évidemment. La Tunisie dispose de nombre de jours d'ensoleillement, donc vraiment très élevé. Donc, tout ce qui est photovoltaïque, tout ce qui est éolienne et bien évidemment l'hydrogène vert. Il y a des projets d'infrastructure, bien évidemment, et on a bien sûr le secteur, tout ce qui est tourisme médical. Donc, c'est ça, et merci pour votre attention. Merci infiniment pour cette très riche présentation. Là, on voit là aussi donc, les occasions, les opportunités énormes du marché tunisien pour les entreprises québécoises. On a aussi un allié avec la FIPA, donc n'hésitez pas à travailler avec la FIPA, qui travaille, comme Myriam et Othman le mentionnaient précédemment, avec nos délégations. Donc, il y a véritablement des atouts pour vous lorsque vous souhaitez développer ces marchés. Et comme vous l'avez vu, les secteurs porteurs en Tunisie sont généralement aussi des secteurs, des points forts du Québec, donc à considérer définitivement. Il y aurait une petite question du public qui nous date de la présentation d'avant. Donc, une question de Frédéric Vien qui nous dit donc, nous sommes fabricants exportateurs de bois et nous avons un grand désavantage compétitif par rapport aux États-Unis et au Maroc car ils ont un accord de libre-échange et les importateurs ont 15% de taxes à l'importation si le bois provient du Canada. Il aimerait savoir si un accord Canada-Maroc est en discussion. J'élargirais la question, est-ce qu'on a des accords de libre-échange prévus avec les pays du Maghreb? Je vais abonder dans la réponse. Mes collègues pourront bonifier au besoin. En fait, c'est un sujet qui est assez particulier ou assez particulier, essentiellement parce qu'il y a eu plusieurs rondes de négociations avec le Maroc et entre le Maroc et le Canada. Monsieur Trudeau avait fait le déplacement au Maroc, avait rencontré le roi Mohamed VI pour dynamiser davantage ces négociations-là. À ma connaissance, il y a eu 4-5 rounds qui ont malheureusement buté sur quelques enjeux de part et d'autre, mais particulièrement marocains au niveau de la balance commerciale. Essentiellement, le Maroc avait estimé que sa balance commerciale allait être impactée massivement à travers cet accord-là et qu'il voulait absolument exclure quelques secteurs, chose qui n'a pas nécessairement été accordée. Et disons que c'est un petit peu mort de ce... Voilà, tout seul, où il n'y a pas eu de suivi réellement, essentiellement aussi, mais c'est pas nécessairement le Canada qui a cherché à mettre fin, c'est que le Maroc revoit sa position de façon générale. Le Maroc s'était engagé quelques années auparavant avec la Turquie sur un accord de libre-échange sur lequel il a réalisé qu'il était très déficitaire et qu'il devait être révisé. Durant cette période-là, ça a comme bloqué un peu l'ensemble des discussions avec les autres pays vis-à-vis des accords de libre-échange. Donc, pour votre question relativement au bois, alors sachez qu'il n'y a pas que les États-Unis qui inondent le marché marocain, c'est la Turquie également qui, à travers son bois et d'autres secteurs aussi, qui entrent massivement. J'ose espérer et croire que ces discussions-là vont reprendre. En tout cas, ça serait dans notre intérêt à tous, à ce qu'il y ait un accord de libre-échange entre le Canada et tous les pays du Maghreb de façon générale. Je pense que c'est un élément sur lequel nous allons devoir tous, d'une façon ou d'une autre, mettre un peu notre grain de sel au moulin de façon à motiver davantage les pouvoirs publics à ressortir ce dossier-là. Parfait, merci Othman pour la précision. Puis je vous invite à regarder dans le chat, Élise Roy a partagé une page de Affaires mondiales Canada qui explique un peu où en sont les négociations pour l'accord de libre-échange entre le Canada et le Maroc. On le partagera également dans le courriel de remerciement, donc n'hésitez pas à consulter cette page-là, ça donnera encore d'autres détails en plus de ceux que Othman nous a donnés. Merci infiniment à toutes et à tous. Jérôme Youmani maintenant va nous partager son expérience de développement de marché avec Yulcom, son entreprise.
Donc, il a développé les marchés tunisiens et marocains. Donc, Jérôme, c'est à toi, on a hâte de t'entendre. Bonjour à tous, merci Florent. Je vais demander l'autorisation pour partager mon PowerPoint, si vous voulez bien. Oui, normalement, ça devrait être bon. OK, alors... Ça va être long. Ou alors, je te l'envoie tout de suite, ça va être plus simple parce que apparemment, il reste à Florent. Florent, je viens de te le partager par email. Tu peux le partager. Parfait. Je vais commencer déjà à me présenter. Donc, Youmani Jérôme Lankwandé, je suis le président de Yulcom Technologies, une compagnie d'ingénierie informatique installée à Montréal. Je pense qu'en ligne, j'ai aussi un de mes collègues de Rabat qui est en ligne. Je pense que Najim est en ligne et peut-être aussi Othman de Rabat. Alors, Othman de Yulcom, évidemment. On a M. Othman du Bureau du Québec qui est en ligne aussi avec nous. Laurent, c'est bon? Donc, je n'ai pas reçu encore, Jérôme. Okay. D'accord. Est-ce que tu veux essayer peut-être de repartager? Parce que normalement, toutes les autorisations là, sont bonnes. OK. Bon, apparemment, le partage ne marche pas. Donc, je vais continuer. Quand Florent va le recevoir, il pourra faire le partage. Alors, donc, nous sommes une compagnie d'ingénierie informatique installée à Montréal depuis 2012. Et donc, nous sommes spécialisés dans le big data et l'intelligence artificielle. Nous desservons plusieurs pays, sinon 4 continents, le continent américain, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et donc, à partir de Montréal, nous couvrons aussi des pays où nous n'avons pas de bureau, mais de façon physique, nous avons des bureaux évidemment à Montréal, mais aussi à Washington pour les États-Unis, et puis un bureau à Rabat pour le Maroc qui nous intéresse aujourd'hui, et aussi un bureau en Belgique, à Bruxelles précisément pour l'Europe, un bureau en Colombie, à Bogota pour l'Amérique du Sud. Et nous avons aussi des bureaux au total dans 9 pays en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo, Bénin, Mali, Niger, Burkina, Guinée. Et nous avons aussi des activités dans d'autres parties du monde, notamment à Dubaï, où on a des clients au Liban et en Tunisie qui font partie du Maghreb. Alors, donc, Yulcom est spécialisé dans le big data et l'intelligence artificielle. Et nous avons choisi le Maghreb, notamment le Maroc, parce que le Maroc offre des infrastructures numériques assez modernes qui nous permettent de faire nos activités habituelles qui sont la big data et l'intelligence artificielle. Et le Maroc offre aussi une main-d'œuvre assez qualifiée. Il y a beaucoup de bonnes universités, notamment à Rabat, à Fès et à Casablanca. Donc, il y a plus de facilité pour nous pour avoir des développeurs assez talentueux. Et nous avons aussi la chance d'avoir un bureau du Québec à Rabat qui était essentiel pour nous. Pour une compagnie de notre taille, nous avions besoin de ce soutien-là. Et donc, Jérôme, j'ai ta présentation là. Tu me simplement me dire quand tu veux que je défile les diapositives. Oui, vous pouvez défiler déjà vers le bas. Alors, donc, toujours vers le bas, c'est bon. Alors, donc, au niveau toujours du Maghreb, en général, en plus du fait que le Maroc nous offre déjà ces possibilités-là, du point de vue infrastructure, mais du point de vue aussi talent, les pays de la sous-région aussi nous intéressent parce qu'ils ont des économies émergentes où on pense que ça nous offre un grand potentiel de marché, notamment la Tunisie et puis l'Algérie et au-delà de l'Afrique, tout le Maghreb. Et comme je le disais tantôt, bon, on a déjà de la clientèle dans ces régions-là. Et au niveau de la big data et l'intelligence artificielle, précisément, bon, c'est principalement des clients dans le domaine de la fintech, donc des banques, que ce soit au Maroc ou en Tunisie.
Par exemple, en Tunisie, on travaille avec des développements internationaux des jardins pour accompagner CFE Tunisie, qui est le centre de financement des entreprises, où on a développé une application qui intègre l'intelligence artificielle pour l'évaluation des codes de crédit des entreprises. Donc, ça, c'est un exemple. Au Maroc, on travaille avec la Banque mondiale pour accompagner les institutions financières dans la formation en ligne pour les employés des banques. Vous pouvez avancer. Alors, donc, dans la sous-région en général, nous sommes à la recherche de partenaires pour développer des solutions dans la fintech, dans l'éducation, dans le healthcare aussi, dans la santé, pardon, où nous développons une grande expertise dans la détection précoce des maladies utilisant l'intelligence artificielle. Et pour les entreprises privées, c'est toujours du développement sur mesure d'applications d'entreprises qui intègrent l'intelligence artificielle, l'automatisation des tâches et l'amélioration de la satisfaction de l'expérience client. Vous pouvez continuer. Alors, donc, au niveau de l'éducation, on travaille par exemple avec l'Organisation internationale de la francophonie qui agit dans tous les pays du Maghreb où on développe des plateformes sur mesure pour la formation. Vous pouvez avancer. Alors, donc, nos principaux clients qui sont évidemment au Canada, mais aussi dans cette partie du monde qui est le Maghreb. Le gouvernement du Canada, ça c'est vraiment localement, mais avec la Banque mondiale et l'OMS, on travaille dans plusieurs pays dans la sous-région. Le PNUD, la même chose dans plusieurs pays dans la sous-région. Et Enabel, qui est aussi dans plusieurs pays du Maghreb, dans quelques pays du Maghreb, pardon, où nous travaillons. Et on peut continuer. Alors, donc, Yulcom a été lancé pour terminer en 2022 avec le soutien notamment de l'équipe du Bureau du Québec à Rabat. Et grâce à leur soutien, on a déjà pu rencontrer plusieurs donneurs d'ordre. On a eu déjà plusieurs entretiens avec des entreprises privées, à Casa comme à Rabat. Et puis, nous avons commencé à développer des partenariats aussi avec d'autres entreprises pour pouvoir participer à des projets dans des pays où nous ne sommes pas installés. Par exemple, les autres pays, que ce soit Dubaï ou bien les Émirats arabes unis, pardon, ou bien la Tunisie ou l'Algérie, on n'a pas de bureau. Et le Maroc offre quand même à des grandes entreprises avec qui nous pouvons aller, je dirais, à la conquête de ces marchés-là pour offrir nos services. Donc, voilà en résumé, présenter c'est quoi Yulcom. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Moi, je commencerai par une. C'est quoi les grands enseignements que tu tirerais de ton expérience de développement de marché au Maghreb? Quels conseils tu donnerais à une entreprise qui souhaite se développer sur ce marché? Oui, bien sûr. En termes d'expérience qu'on peut partager, c'est que le marché du Maghreb en général, c'est un marché, je dirais, assez évolué maintenant, dans la mesure où on a presque toutes les grandes multinationales de notre secteur sont installées, par exemple, au Maroc. Quand je pense à CGI, quand je pense à Atos, Capgemini, elles sont toutes installées au Maroc. Il y en a qui sont là-bas pour du offshoring, d'autres sont là-bas pour vraiment le marché local. Donc, ça fait que c'est assez compétitif. Alors, donc, avant d'y aller, bon, dites-vous que c'est assez compétitif. Et la main-d'œuvre, bien qu'elle est beaucoup plus disponible au Maroc qu'au Québec, où on sent vraiment la rareté, elle commence à être, je dirais, c'est assez compétitif aussi pour recruter parce que les grands groupes dont on parle aussi, ils sont déjà. D'autre part, les opportunités sont quand même là. Le Maroc a plusieurs stratégies de développement du numérique, et notamment dans les régions. Au-delà de la capitale, il y a plein de régions qui sont en train de digitaliser plusieurs services publics. Donc, il y a assez d'opportunités. Donc, mon collègue Othman, qui est en ligne, pourrait confirmer cela. Il y a beaucoup d'appels d'offres, donc il y a des opportunités. Et c'est le cas aussi pour la Tunisie. La Tunisie est assez avancée aussi. Je dirais que c'est une économie presque émergente du point de vue numérique, parce que c'est un des pays aussi qui a développé beaucoup son secteur numérique de longue date. On doit tirer le chapeau à plusieurs anciens étudiants tunisiens du Canada qui sont répartis il y a plusieurs années de cela, qui ont permis à la Tunisie de connaître un grand bond. Donc là-bas aussi, en termes d'expertise, nous, par exemple, pour le marché européen, il peut arriver des fois qu'on ait beaucoup de difficultés pour recruter, mais dans ces régions-là, on a des gens qui ont cette qualification avec qui on peut aller en groupement souvent, où on peut avoir comme consultant pour nous permettre de livrer des produits un peu partout dans le monde. Donc, au niveau de l'expertise aussi, il y en a en Tunisie. C'est les deux marchés où on a mis beaucoup d'efforts juste là. Les autres marchés, on n'a pas de bureau, mais aussi, on n'a pas encore mis beaucoup d'efforts. Je pense par exemple à l'Algérie ou à la Libye ou tous les autres pays de la région. Mais pour le cas du Maroc,
et de la Tunisie qu'on connaît bien puisqu'on a déjà des clients. Je peux confirmer qu'il y a beaucoup d'opportunités. Je ne peux pas à ce stade donner des conseils, sinon que de partager les expériences parce que ça fait un peu plus... Bon, ça fait quand même 3 ans qu'on a commencé à avoir des clients, mais ça fait juste 1 an qu'on a un bureau là-bas. Donc, ça nous prend habituellement 4 ans avant d'être sûr de ce que nous disons quand on s'installe dans un marché, nouveau marché. Parfait, mais à suivre donc, Jérôme, on va suivre l'évolution de Yulcom. On a vu aussi dernièrement que tu étais développé l'Amérique latine, donc Yulcom est très présent mondialement. Ce serait intéressant d'avoir ton retour d'expérience dans quelques années, d'avoir comment tout ça se passait. Merci infiniment. On va passer maintenant à notre panel de discussion avec les organismes de soutien. Donc, j'inviterai pour débuter Élise Roy à nous parler du soutien que peut offrir Investissement Québec, bien souvent en relation étroite avec la déléguée, enfin le bureau du Québec-Rabat, comme ça a été expliqué. On ne t'entend pas, Élise. Peut-être te reconnecter, puis en attendant, on peut laisser la place peut-être à Audrey Streld. Ah, c'est bon. Excellent. Voilà. Bonjour, merci Florent. Bonjour tout le monde, bon matin. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous pour expliquer en complément à ce que mes homologues Myriam et Othman ont abordé plus tôt ce matin, comment on peut travailler au niveau de la grande famille du gouvernement du Québec sur l'accompagnement de votre projet sur le territoire du Maghreb. Alors, moi, je suis conseillère experte au sein d'Investissement Québec International et je m'occupe principalement des marchés de l'Afrique et du Moyen-Orient. Donc, pour vous expliquer brièvement ce qu'est Investissement Québec International, c'est une unité au sein de Investissement Québec et on a vraiment 2 mandats. Le premier, sous lequel j'opère est celui d'accompagner les entreprises québécoises sur leurs projets d'expansion ou d'internationalisation à l'international. Alors, je suis vraiment dans cette équipe, là, je dirais, de 60 conseillers basés au siège avec l'ensemble des représentations du Québec qui sont maintenant dans 30 bureaux, 20 pays à travers le monde. Et on a aussi une autre équipe qui va un peu dans le sens de ce que M. Essouci a abordé ce matin, c'est-à-dire d'accompagner les entreprises étrangères qui veulent développer des activités au Québec, mais ce n'est pas l'objet de notre échange ce matin. Donc, en ce qui concerne l'implantation au Québec. Donc, de concert avec Othman, en fait, effectivement, on travaille à accompagner les entreprises pour développer le bon modus operandi, le bon développement sur le territoire qui vous intéresse. Et moi, dans le fond, je suis la porte d'entrée au Québec pour le Maghreb et le Moyen-Orient. Et si, par exemple, il y a une entreprise, vous êtes une entreprise et qui avait un projet et vous aimeriez obtenir de l'accompagnement pour nous, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Et au sein de notre équipe, on a des conseillers ici basés à Montréal, selon votre secteur d'activité, vers qui je peux référer pour faire un premier diagnostic, de voir qu'est-ce que vous avez besoin, où vous en êtes dans votre activité à l'international ou sur le territoire et comment on peut vous aider. Si vous êtes à un stade, par exemple, je dirais, un peu plus préliminaire où vous n'avez pas encore un plan à l'international et tout, on peut aussi vous référer à des partenaires en externe. Je vois Nadine qui est là ce matin. Donc, on travaille beaucoup avec tout le réseau des ORPEX pour vraiment faire des premières étapes d'accompagnement à l'exportation. Ensuite, quand vous avez un projet vraiment qui nécessite de l'accompagnement sur le territoire, sur le terrain, avec notre collègue Othman, et là, on prend en charge l'entreprise, je dirais vraiment main dans la main, pour voir comment on fait la mise en relation. Est-ce que, par exemple, on travaille avec des partenaires comme M. Essouci si vous avez besoin de vous implanter, etc. Donc, on est vraiment sur mesure
selon le projet de l'entreprise. On a aussi un programme d'aide financière qui est actuellement fermé, mais qui va réouvrir au courant de l'année. On ne sait pas encore quand. Donc, c'est complémentaire au service d'accompagnement que nous, on offre. Ce n'est pas mon équipe qui gère le programme d'aide financière, c'est vraiment les directions régionales, mais sous la grande famille d'Investissement Québec aussi. Alors, le message que je veux lancer ce matin, c'est que si vous avez un projet et vous aimeriez avoir de l'accompagnement, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je vais m'assurer de vous référer vers la bonne ressource. Puis quand votre projet est vraiment prêt pour qu'on fasse du démarchage sur le terrain, de concert avec Hotman, qui a une très grande expérience, soit dit en passant, accompagner beaucoup d'entreprises. Et là, on travaille ensemble. Et sans oublier, la présence de Myriam sur le territoire nous aide à ouvrir aussi des portes, je dirais, une clé indispensable pour tout ce qui est relation, par exemple, avec les gouvernements ou avec d'autres institutions diplomatiques aussi. Donc, c'est vraiment un travail de partenaire et je vois que mes collègues vont prendre la main chez EDC, je pense que ce n'est pas avec nous ce matin, mais Affaires mondiales Canada. Et on ne travaille pas en silo, on travaille en équipe. Donc, c'est le message que je voulais lancer aussi. Voilà. Merci beaucoup, Élise. Ça montre bien déjà le continuum au Québec entre les ORPEX, IQI et le bureau à Rabat, et également la collaboration qui existe avec d'autres organismes, dont Affaires mondiales. Et j'inviterai à ce titre Audrey Strel à nous parler des services d'Affaires mondiales. Merci, Florent. Donc, bonjour tout le monde. Audrey Strel, je suis déléguée commerciale au Bureau régional de Montréal d'Affaires mondiales Canada. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans leur québécoises, de notre part, qui ont des projets, dans le fond, de développement à l'extérieur du Canada. Donc, le bureau à Montréal et à Québec, dans le fond, les 2 bureaux régionaux qui sont situés au Québec. Notre rôle, c'est vraiment de travailler main dans la main avec notre réseau à l'étranger et d'accompagner, d'offrir des services, dans le fond, conseil aux entreprises qui sont intéressées à exporter leurs produits ou leurs services à l'extérieur du Canada. On a 165 bureaux à travers le monde répartis dans les ambassades et les consulats canadiens. Donc, quelques-uns dans la région du Maghreb, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Algérie ou au Libye. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'on travaille, un peu comme Élise le disait, qu'on travaille vraiment avec les entreprises qui sont prêtes à l'exportation, nous aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est les entreprises qui ont idéalement de l'expérience en exportation, mais qui ont au moins un plan d'affaires à l'international solide et qui ont les ressources humaines et financières, dans le fond, pour le mettre en œuvre. Parce que oui, l'exportation, puis notamment au Maghreb, ça demande du temps, autant du temps humain et donc des ressources financières qui peuvent être importantes. Et ce n'est pas nécessairement des retours sur investissement qui sont immédiats, donc il faut le prendre en compte. De notre côté, on a un programme de financement qui s'appelle CanExport, qui a réouvert à la mi-février environ. Donc, on accepte en ce moment les soumissions de projets pour les dépenses qui commencent à partir du 1er avril, ce qui est assez bientôt finalement maintenant. Donc, je vous encourage à regarder ça. On finance jusqu'à 50% des dépenses qui sont admissibles pour vos projets de développement à l'extérieur du Canada. Le plus tôt, le mieux que vous appliquez parce qu'on a tendance à manquer de fonds à l'automne. Donc, c'est maintenant, si vous êtes intéressé, si vous avez un projet pour la prochaine année qui inclut la visite de différents marchés, des foires commerciales, des éléments liés à votre développement de marché, dans le fond, allez voir ça, ça pourrait être pertinent. Et nous aussi, dans le fond, mes collègues ici, on a chacun des secteurs de responsabilité. Donc, Florent va vous partager le moyen de nous contacter et ensuite, mes collègues, selon le secteur d'activité des entreprises, vont pouvoir vous accompagner dans vos démarches. Merci beaucoup, Audrey. Puis effectivement, ne manquez pas l'occasion de déposer votre candidature pour le CanExport. C'est un très beau programme et comme le dit Audrey, il ne dure pas toute l'année parce que les fonds finissent forcément par s'épuiser. Maintenant, donc, j'inviterai Nadine Brassard. Elle a été mentionnée plusieurs fois, donc les ORPEX jouent un rôle central pour soutenir les exportateurs du Québec. C'est bien souvent une porte d'entrée, mais c'est plus que ça parce qu'ils peuvent accompagner tout type d'entreprise pour préciser leurs projets, pour raffiner certaines choses. Donc, mais Nadine, je te laisserai évidemment nous en dire plus.
Merci beaucoup, Florent. Bonjour à tous. Merci aussi à la FCCQ pour ce mois de la diversification de marché. J'en ai beaucoup appris, je pense, de toutes les présentations qu'on a reçues. J'ai eu le privilège d'assister à presque l'entièreté de ces présentations. Donc, ça a été un très beau mois. Je remercie aussi mes collègues qui ont bien mis la table pour présenter les services des ORPEX. C'est toujours un plaisir pour nous d'avoir l'opportunité de pouvoir venir présenter qu'est-ce que le commerce international peut faire via son réseau pour aider les entreprises vraiment à maximiser leurs retombées sur le marché du Maghreb, mais également sur tout autre territoire là, où vous pourriez avoir de l'intérêt. Commerce international Québec, ben, qu'est-ce que c'est concrètement? On parle beaucoup ORPEX, on parle beaucoup, mais on est le réseau des organismes régionaux de promotion des exportations. Notre réseau regroupe 20 organismes qui sont répartis partout à travers le Québec. Donc, on dispose de plus de 65 experts qui peuvent vous aider dans la préparation de vos démarches d'exportation. Peu importe où vous êtes localisé au Québec, ben, il y a certainement un ORPEX qui peut vous venir en aide, qui peut vous accompagner et qui peut répondre à vos questions. Pour connaître, Florent va tout vous communiquer cette information-là, mais sinon, sur le site de ciquebec.ca, avec votre code postal, vous pouvez retrouver vraiment quel est l'ORPEX qui couvre votre territoire. Quelle raison pourrait vous amener vraiment à travailler avec un ORPEX? Ben, si, admettons, vous souhaitez démarcher un territoire, vous ne savez pas par où commencer, vous voulez voir un peu là, si le marché est pour vous, ben, vous pouvez nous contacter en tout temps. Élaborer un plan d'action aussi pour être mieux préparé à développer les marchés, revoir votre stratégie. On peut aussi, vous avez entendu parler des programmes CanExport, les programmes du gouvernement du Québec aussi, on peut vous aider dans la préparation de vos demandes, que vous puissiez avoir un plan clair et crédible pour développer ces marchés-là. On peut vous aider aussi à évaluer les risques et le potentiel d'un marché. Votre ORPEX est vraiment présent pour vous aider à toutes les étapes. Puis ça, que vous soyez une PME manufacturière, agroalimentaire ou de services à valeur ajoutée, là, dès que vous visez le marché du Québec, n'hésitez pas à nous contacter. On peut aussi, là, vous voyez, là, on travaille beaucoup ensemble, on se connaît bien l'écosystème. Je pense qu'on l'a bien vu là, à travers les présentations de tout le monde aujourd'hui. On se réfère des clients en fonction des besoins et tout ça. Donc, on peut être une belle porte d'entrée là, dans votre région si vous avez besoin pour ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez des exemples un peu plus précis du type d'accompagnement qu'on peut faire? Ben, on peut vous faire des plans à l'exportation. On peut vous accompagner pour maximiser les retombées de vos missions commerciales. On peut travailler sur votre proposition de valeur, votre pitch de vente. Bien plus encore, là, vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est de contacter votre ORPEX. Ils vont évaluer votre besoin. C'est soit qu'ils vont vous accompagner directement selon le besoin que vous avez ou ils vont vous diriger vers l'acteur là, qui peut vous aider, que ce soit Investissement Québec International, Affaires mondiales Canada. On va pouvoir, là, en fonction d'où vous êtes rendu, puis si justement il manque quelque chose, ben, on va pouvoir vous le donner pour que vous puissiez être prêt là, pour la prochaine démarche. Donc, nos conseillers, vraiment, là, ils sont disponibles pour vous poser les bonnes questions puis vous challenger pour avoir une stratégie, comme je l'ai dit tantôt, claire et crédible. N'hésitez pas là, à contacter l'ORPEX de votre territoire. Sinon, ben, je suis disponible s'il y a des questions. Puis merci de votre écoute aujourd'hui. Merci beaucoup, Nadine. Merci à toutes et à tous. C'est ici que se termine notre mois de promotion de la diversification de marché. Enfin, ça se termine presque pour tout le monde parce qu'on aura quelques séances de réseautage éclair pour les personnes qui sont inscrites. Donc, vous allez recevoir dans le courriel de remerciement toutes les informations partagées aujourd'hui, le site auquel faisait référence Nadine pour trouver votre ORPEX et les contacts utiles. Je vous remercie pour votre temps, puis je vous souhaite une excellente journée. Puis surtout, n'hésitez pas à profiter de l'écosystème de soutien au Québec. Il est riche et pourra vous aider dans vos démarches. Bonne journée.